Ceci est un livre audio autogénéré par Google. De tout temps, les phénomènes migratoires ont engendré débats et questionnements populaires. Dès lors, l'incompréhension entre migrants et pays d'accueil n'a fait que diviser. Aujourd'hui, alors qu'ils sont au cœur des débats dans l'Hexagone, mais aussi en Europe, ils n'ont de cesse de proclamer qu'ils ont réalisé ce voyage avec pour seule motivation celle de vivre enfin en paix. Un jour, sur un camp de migrants parisiens, l'un d'entre eux m'a demandé de raconter son histoire. Je lui ai alors opposé un simple pourquoi. Sa réponse fut claire et limpide. Je veux que les gens sachent qu'on ne vient pas en France par plaisir, j'ai envie qu'ils comprennent que nous avons dû abandonner nos familles, nos racines, nos amis, notre culture et notre pays. Je veux qu'ils prennent conscience que nous n'avions pas le choix. Au début hésitant face à cette demande, j'ai finalement décidé de relever ce défi. Oui, j'emploie le mot défi, car c'en est bien un de tenter de retranscrire leur combat pour exister dans cette société et briser les préjugés à leur sujet. Il s'est alors écoulé plusieurs semaines afin que je puisse recueillir les témoignages de ceux qui souhaitaient participer à cet ouvrage. Ces temps partagés étaient racontés parfois avec sourire, mais bien souvent aussi avec tristesse. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement à la vue de ces différents parcours atypiques pour nous, mais finalement, tellement communs pour ceux qui tentent de rejoindre nos contrées. Les rendez-vous étaient donnés sur un camp de migrants ou sur la terrasse d'un café, ou bien encore sur les trottoirs à même le sol. Ces moments furent ponctués de partage et d'échanges. Chaque intervention a apporté sa pierre à l'édifice. Chacun dans cet ouvrage a raconté son histoire telle qu'il l'avait vécue. Peu importait le nombre de mots, le nombre de pages ou encore là où les périodes de vie qu'ils souhaitaient évoquer. La liberté de dire était l'organe vital de cet ouvrage. Au fur et à mesure de nos échanges, j'ai ressenti combien leur force intérieure était incroyable et combien la soif de vivre les avait sauvés de bien des drames. Leurs propos rompent clairement avec les différents clichés liés à l'immigration. En effet, il y a bien un fossé entre leurs désirs et les fantasmes d'une population qui les accueille. Qui n'a jamais entendu cette phrase « On ne peut pas aider tout le monde » ou « Ils viennent pour profiter de nos droits, de nos emplois, de la sécurité sociale, etc. » Ou encore « Si cela touche les gens, pourquoi ne les hébergent-ils pas ?» Au-delà de leurs histoires et des préjugés qu'engendre l'immigration, vous comprendrez, je l'espère, combien ces migrants ont soif de vivre enfin en paix et en sécurité. Les mots qui construisent les différents témoignages dans ce livre sont les leurs. Ils leur appartiennent. Je ne suis que la plume qui tente de reformuler puis de relier les souvenirs au papier que vous lirez. Je leur laisse maintenant le soin de vous conter leur histoire, bienvenue dans leur réalité. La parole est aux migrants. Dédicace. À tous les migrants qui ont péri en mer. Ou lors de leur voyage. À ceux qui fuient les guerres. Recherchant la paix et la sécurité. À ceux qui les soutiennent. Souleymane, 25 ans malien. Je suis Souleymane, né le 19 novembre 1990 à Bamako au Mali. J'ai un frère de 35 ans et une petite sœur de 18 ans. Mon père est cultivateur et ma mère est femme de ménage. Très tôt dans ma vie, nous avons déménagé dans un petit village à quelques dizaines de kilomètres de Bamako pour que mon père puisse travailler la terre. Cependant, n'ayant jamais eu les moyens de nous envoyer apprendre à l'école, mon frère, ma sœur et moi avons passé le plus clair de notre temps à l'aider dans les champs. Je rêvais pourtant d'être assis derrière un bureau et d'écouter un professeur, mais ce choix-là, je ne l'ai pas eu. En 2005, à l'âge de 15 ans, j'ai expliqué à mes parents que je souhaitais autre chose pour ma vie. Je respectais le travail de mon père, mais je ne voulais pas faire cela toute ma vie, surtout quand je constatais combien il était peu valorisant financièrement parlant. Au début, ils ont cherché à me raisonner, mais rapidement ils ont compris que mon ambition était ailleurs. Je ne voulais pas devenir président, mais seulement gagner un peu d'argent pour vivre correctement, et en envoyer à mes parents afin qu'eux aussi puissent enfin se reposer un peu et manger à leur faim. Je suis alors retourné dans la ville où je suis né, Bamako. Je pensais que tout serait plus facile en y vivant et en y travaillant. Très rapidement, j'ai trouvé un plan pour faire quelques sous. En effet, je me levais chaque nuit vers 3h30 pour me rendre à l'ambassade française. Dès 4h,
Je commençais à faire la queue pour les gens en échange de quelques francs CFA. Je ne gagnais pas beaucoup, mais au moins cela me permettait de m'acheter de la nourriture et de me payer des cahiers pour suivre des cours du soir chez le grand frère d'un ami. En 2009, on m'a parlé de travailler à Gao pour servir dans un bar que tenait un Français. Sans aucune hésitation, j'ai préparé mon baluchon et je suis parti. J'ai alors commencé à mieux gagner ma vie, et j'ai pu enfin me projeter. C'était agréable, je croisais là-bas beaucoup de gens dans une ambiance vraiment sympa. Je mettais des sous de côté pour en envoyer à ma famille, et je mangeais bien. Malheureusement, cela ne dura que 3 ans, jusqu'au moment en juin 2012 où le conflit armé a éclaté entre le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, MNLA, et les éléments islamistes d'AQMI et du MUJAO pour le contrôle de la ville de Gao. Des djihadistes m'ont alors ordonné de me battre pour eux, et m'ont donné une arme, une Kalachnikov. Ils m'obligeaient à combattre l'armée de mon pays. Évidemment, je ne pouvais pas, j'ai donc dit non. Ils m'ont alors attaché, et emmené dans leur QG pour statuer sur mon cas. Là-bas, ils m'ont frappé avec tellement de violence qu'aujourd'hui encore j'en fais des cauchemars. J'ai ensuite été obligé de monter la garde. Vu la violence des coups, j'ai préféré accepter parce qu'ils m'avaient bien prévenu qu'à la prochaine désobéissance, ils me feraient encore plus mal puis me tueraient. La première nuit, l'un des leurs m'a accompagné. On tournait avec d'autres soldats toutes les 2 heures. Tout se déroula sans incident. Dès la 2e nuit, n'étant plus trop surveillé, j'ai pu prendre mes jambes à mon cou et m'enfuir. En quelques heures, j'ai trouvé d'autres personnes qui désiraient plus que tout fuir cette guerre alors. Nous nous sommes entendus et organisés pour rejoindre l'Algérie. Nous avons mis 3 jours. Nous étions accompagnés d'un passeur qui nous a bien sûr demandé de le payer, environ 80 €. À la fin du voyage, il nous a montré comment finir la route sans lui. Mais juste avant de nous laisser, il nous a dépouillés de tous nos maigres biens comme notre portefeuille, nos bijoux ou encore notre ceinture. Dans le petit groupe que nous formions, une personne avait un contact qui vivait dans un foyer où vivaient toutes sortes de personnes de différentes nationalités. Nous nous sommes alors rendus sur place. Très rapidement, je suis devenu ami avec un autre Malien. Il travaillait comme peintre sur des chantiers. Il m'a proposé de l'accompagner, ce que j'ai accepté avec plaisir. Ce n'était pas évident, mais je gagnais de l'argent et je dormais sous un toit. Je suis resté 8 mois dans ce foyer. Avec quelques économies en poche, j'ai décidé ensuite de me rendre en Libye, la meilleure porte pour aller ensuite en Europe. Une nouvelle fois, il fallait faire appel à un passeur, c'est donc délesté de 400 € que je fis mon entrée sur le territoire libyen. L'objectif était d'y rester le moins de temps possible. 2 mois plus tard, j'ai trouvé un passeur qui me proposait de me faire passer de l'autre côté de la Méditerranée. Il me demandait 2000 €, une somme astronomique et impossible pour moi. Après quelques heures de négociation, j'ai réussi à baisser le prix à 1500 €. Je n'étais pas peu fier de mon coup, 500 € de moins, c'était énorme. Le rendez-vous était pris pour le lendemain matin. Très tôt, je suis allé sur le lieu demandé par le passeur afin d'être certain de ne pas louper son passage. 4 autres hommes me rejoignirent bientôt. C'était quelque part rassurant de ne pas se retrouver seul. Le temps passait, mais personne ne pointait son ombre à l'horizon. Après quelques dizaines de minutes, nous comprîmes que le passeur nous avait trompés et qu'il ne viendrait pas. Le problème, c'est que je n'avais plus un sou en poche. La situation devenait critique, et même si je suis quelqu'un de positif, je ne voyais aucune issue positive potentielle. Je me suis alors rappelé qu'un ami, vivant au Maroc, m'avait donné son numéro en cas de problème. J'avais un peu honte de l'appeler, mais là, le choix était plutôt restreint. Très rapidement, il répondit à ma requête en m'envoyant un peu d'argent, juste assez pour quitter ce pays. À défaut de rejoindre l'Europe en bateau, je pus rejoindre Rabat en bus. J'envisageais alors un nouveau chemin, pour rejoindre le vieux continent. Une fois les pieds à terre, je suis resté 2 semaines. J'ai rapidement trouvé d'autres personnes qui souhaitaient passer en Espagne. Nous étions plus de 200 à attendre dans la forêt pour affronter le détroit de Gibraltar. Il y eut d'abord 4 tentatives infructueuses. D'ailleurs, à la 4e, un garçon que je venais de connaître s'est fait casser la jambe par la police.
Il a dû se faire opérer en urgence au Maroc. Au 5e essai, quelques jours plus tard, l'atmosphère paraissait plus calme et plus sereine, j'espérais enfin saisir ma chance. Au passage du grillage faisant office de frontière, plusieurs policiers coururent derrière moi. Ils étaient tellement proches que je sentais leur souffle dans mon dos. L'adrénaline aidant, j'avais l'impression de voler tellement j'allais vite. Je ne savais où aller, mais je courais vite, à tel point que je ne faisais attention à rien d'autre. Puis tout d'un coup je suis tombé dans un trou. J'ai songé alors que tout était foutu, que j'étais fait comme un rat. Je les entendais qui parlaient en espagnol. Quelques secondes plus tard, les voix s'éloignèrent. Au final, ce trou fut une chance, une cachette parfaite pour valider mon entrée sans trop d'encombre sur le territoire espagnol. Le lendemain, en sortant de ce trou, j'ai tenté de discuter avec des gens. Bien évidemment, petit détail important, personne ne comprenait un seul mot qui sortait de ma bouche, et moi réciproquement, impossible de saisir la moindre syllabe. Au bout de plusieurs échanges infructueux, un homme sembla enfin lire mes désirs. Il parlait un peu français et m'expliqua en quelques phrases comment demander l'asile en Espagne, mais bon, ce n'était pas mon objectif. Il m'a alors conduit vers un train en me précisant à plusieurs reprises de bien me cacher, et de ne monter dans le wagon qu'au dernier moment. J'ai attendu alors la dernière seconde avant la fermeture des portes, et je me suis précipité dans le wagon. Dès mon entrée, je cherchais où se trouvaient les toilettes pour m'y enfermer jusqu'à Paris. Le chemin fut long, mais le jeu en valait la chandelle. Personne ne vint me déranger de tout le voyage. Une fois arrivé à Paris, à la gare de Lyon, je me sentis vide et perdu au milieu de tout ce monde. En parallèle, je ne pourrais expliquer pourquoi je me sentais en sécurité. J'ai tout de suite essayé de demander des renseignements aux passants, mais cette fois-ci ce n'était pas un problème de langue, mais simplement qu'aucun ne s'arrêtait pour m'écouter. Vers 21h, un homme africain m'offrit son aide. Il me paya un kebab en argumentant sur le pourquoi il ne me donnerait pas d'argent. Je ne lui demandais rien, mais il insista sur sa préférence d'offrir un sandwich plutôt que de me donner un billet de 5 €. En fait, il avait peur que je m'achète de l'alcool. Je ne saisissais pas trop pourquoi il avait cette crainte, mais j'abdiquai rapidement sur mon envie de me justifier. Il m'accompagna à la gare du Nord en me conseillant de dormir là, sur les quais. Quelques heures plus tard, 2 policiers me conseillèrent sérieusement de sortir de l'enceinte de la gare. Ce n'était pas une proposition, mais plutôt une incitation formelle à ne plus me voir là. Je suis alors sorti, et j'ai trouvé rapidement d'autres migrants qui dormaient à proximité. Je me suis rapproché d'eux, et me suis allongé. À ce moment-là, malgré la situation précaire, j'avais encore beaucoup d'espoir. Le lendemain, je me suis rendu à quelques minutes de la gare du Nord et je suis arrivé au pont de la Chapelle. J'ai pu discuter alors avec d'autres migrants, et j'ai passé la journée puis dormi avec eux. Je ne voulais pas que cette situation s'éternise, mais le fait est que chacun me racontait ses difficultés à s'intégrer autrement qu'en dormant dehors. Ce n'était pas une vie, mais je n'avais pas le choix. Un matin, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé des bus de nuit. Comme lui, j'en ai alors profité pour passer chaque nuit quelques heures au chaud. À 5 heures cependant il fallait descendre, le bus rentrant au Poddercaille. J'ai fonctionné quelques semaines ainsi, puis j'ai remarqué qu'un train partant non loin du dernier arrêt de bus allait jusqu'à l'aéroport de Roissy. Cette ligne était longue et me permettait de terminer ma nuit. Chaque jour j'en sortais vers 11 heures, parfois même à midi. J'ai fait cela de longs mois durant. Je mangeais à cette époque-là à l'Armée du Salut, une adresse conseillée par un passager de la ligne que je prenais. Un soir, très fatigué, alors que je dormais dorénavant à proximité du métro Jaurès, un homme se présenta devant moi. Il s'appelait Philippe. Il me proposa du poulet, qu'il avait apporté avec lui. Je ne m'expliquais pas pourquoi cet homme venait vers moi, mais l'envie de manger était bien trop forte pour refuser. Cette situation semblait miraculeuse. Il me parlait, me posait des questions sur mon histoire, affirmant vouloir m'aider. J'avais devant moi un ange véritablement tombé du ciel. À la fin de la discussion, il me proposa de m'héberger afin de me sortir de la rue. Refuser une telle proposition ? Je ne pouvais décemment pas. Une fois arrivé chez lui, il m'indiqua la salle de bain pour que je puisse enfin me laver.
Cependant, la situation devint rapidement gênante puisqu'il ne bougea pas de devant la porte. Je dus la fermer en me justifiant. Une fois sorti de la douche, Philippe me suggéra un massage. Il avait déjà préparé l'huile. Une nouvelle fois, je dus me justifier pour refuser cette invitation. Inquiet, je réussis tout de même à trouver le sommeil. Une fois la nuit tombée, il essaya de mettre sa main dans mon caleçon. Je sautai alors du lit, énervé, en lui disant de ne plus jamais recommencer. Je venais de comprendre sa compassion soudaine à mon égard. Le lendemain matin, je suis parti de chez lui presque honteux d'avoir vécu ce moment-là. Philippe, avec qui j'avais échangé mon numéro avant ces événements, m'appela pour s'excuser. Il me répéta des dizaines de fois qu'il était désolé, qu'il regrettait ses gestes. Il me proposa même que l'on se marie, afin que je puisse bénéficier de la facilité que cet acte engendre pour obtenir des papiers. Bien évidemment, j'ai refusé. Au début, je pensais que cet homme, d'apparence somme toute classique, voulait m'aider, alors qu'il ne voulait que profiter de ma faiblesse et de ma précarité. Ce qui est paradoxal, c'est que j'ai décidé malgré tout de rester 3 mois chez lui, refusant sans arrêt ses avances. Au moins, je dormais au chaud. Un jour, j'ai craqué. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.